Nous vivons parmi 200 milliards d'étoiles dans une galaxie qui porte le nom de Voie lactée. Une vaste cité cosmique. La Terre est située dans un quartier éloigné, loin de l'agitation du centre. Que diriez-vous de partir en voyage avec notre planète à travers la galaxie? Un voyage parsemé de merveilles, de phénomènes d'une puissance inimaginable, de scènes d'une beauté époustouflante. Au terme de ce voyage à travers l'espace et le temps, nous saurons comment est née notre galaxie et comment elle mourra. Qui n'a pas rêvé d'entreprendre un voyage cosmique au cœur de la Voie lactée? Beaucoup d'entre nous vivent dans des grandes villes. Des villes qui scintillent de mille feux. Mais la nuit, ces lumières nous masquent des choses étonnantes. Si on les éteignait, on obtiendrait cette vision spectaculaire. Une cité céleste. Ce que nous voyons là, c'est la Voie lactée, notre galaxie. On peut se la représenter comme une ville composée d'étoiles. Notre Voie lactée contient 200 milliards d'étoiles. Notre Soleil n'est que l'une d'entre elles. C'est cette gigantesque cité cosmique que nous vous proposons d'explorer. C'est une époque formidable pour un astronome, tout particulièrement quand on étudie la Voie lactée. On vit actuellement une véritable révolution. Nous pouvons faire découvrir des endroits incroyables. Nous allons embarquer pour un étonnant voyage. En compagnie de la Terre, nous parcourrons des milliers d'années-lumière jusqu'à des quartiers très éloignés de la galaxie, totalement différents du nôtre. De ces quartiers lointains, nos étoiles nous apparaîtront sous un jour tout différent. Nous verrons des cieux d'une beauté renversante. Des cieux illuminés non par un, mais par une multitude de soleils. Des cieux dans lesquels se reflète l'énergie produite par des étoiles il y a des milliards d'années. Nous nous aventurerons également loin dans le futur pour découvrir comment s'éteindra notre Soleil. Au cours de ce voyage, quelques-uns des grands mystères de l'univers nous seront révélés. Comment est née la Voie lactée? Comment a-t-elle pu survivre aussi longtemps? À quoi ressemblera sa fin? Notre cité stellaire est gigantesque. Pour effectuer ce voyage, nous devrons nous munir d'une carte de la galaxie. L'établissement d'une telle carte fait partie du travail des astronomes Robert Kirshner et James Bullock. La tâche est loin d'être facile. Tout d'abord, il faut définir à quel type de galaxie appartient la Voie lactée. Grâce au télescope spatial Hubble, les astronomes sont en mesure d'observer des milliards de galaxies. Bien qu'elles soient toutes différentes, on peut établir une typologie. Quand on étudie les galaxies présentes dans l'univers, on s'aperçoit rapidement qu'il en existe deux grands types. Les astronomes appellent les premières des galaxies elliptiques. Elles se présentent comme de grands ballons composés d'étoiles. Quel que soit l'angle sous lequel on les observe, elles sont toujours rondes
un peu comme un ballon de football. Les galaxies spirales constituent l'autre grande classe de galaxies. Les étoiles de ces galaxies sont contenues dans des bras qui forment des spirales autour d'un centre. De profil, elles ressemblent un peu à des frisbees géants. À quel type de galaxie appartient la Voie lactée? La réponse est écrite dans le ciel nocturne. Nous pensons que la Voie lactée est une galaxie spirale. Ce que l'on voit quand on observe cette bande étoilée, c'est notre place dans l'univers. Nous faisons partie d'un gigantesque disque composé d'étoiles. Malheureusement, nous ne pouvons voir ce disque que de profil, ce qui nous en offre une vue limitée. Bien sûr, je ne peux pas vous montrer une photo de la galaxie sous son meilleur jour. On ne peut pas voler autour pour la photographier, malheureusement. On est nous-mêmes coincés dans ce disque. Mais on peut tout de même la photographier du sol. Cette image est une photo de notre galaxie, la Voie lactée, prise de la Terre. C'est l'une des photos les plus détaillées qui ait jamais été réalisée de notre galaxie. Sa résolution est de 100 millions de pixels, contenue dans plus de 1000 photos individuelles, prises dans les endroits les plus obscurs de la Terre. Ces photos ont ensuite été laborieusement assemblées pour créer cette vue saisissante. Mais même si elle est très impressionnante, cette vue ne représente qu'une partie de l'ensemble. On pourrait la comparer à une pizza. Et si vous étiez dessus, si vous étiez un poivron par exemple, vous auriez du mal à vous représenter la pizza dans son ensemble. De la même façon, nous ne pouvons pas voir l'ensemble de la Voie lactée. Les astronomes doivent posséder une vue aiguisée. Pour voir à quoi ressemble la Voie lactée, il faudrait pouvoir en sortir. Comme c'est impossible, on étudie les autres galaxies. Hubble peut photographier les galaxies proches comme Messier 74 avec un grand luxe de détails. Elle est située à 30 millions d'années-lumière, ce qui en fait l'une de nos plus proches voisines. Sa structure apparaît avec une précision impressionnante. C'est une magnifique galaxie spirale dont les grands bras étoilés s'enroulent autour d'un bulbe brillant. Les astronomes pensent que cette galaxie ressemble beaucoup à la nôtre, la Voie lactée. Elle nous fournit une bonne représentation de notre propre cité stellaire. Dans la région centrale se trouve le centre-ville. C'est le bulbe lumineux que l'on voit au milieu. À partir de ce point, les bras se déploient pour former cette magnifique structure en spirale que l'on voit. Les images des galaxies spirales prises par Hubble sont incroyablement détaillées. En les comparant avec celles de notre galaxie prise de la Terre, et en utilisant une série de satellites pour mesurer la distance et la densité des étoiles dans différentes directions, les astronomes ont pu établir un plan géant de notre cité stellaire. Son cœur est formé par un bulbe central très lumineux. C'est le noyau galactique, le centre-ville de notre galaxie. À partir de ce cœur, se déploient deux majestueux bras spiraux, de larges bandes de lumière composées de milliards d'étoiles qui s'étirent vers la périphérie de la galaxie. Ils portent respectivement les noms de bras écu-croix, ou bras du Centaure, et de bras de Persée. La galaxie comporte aussi trois bras moins importants, contenant moins d'étoiles. Si on mesure notre galaxie d'un côté à l'autre, on obtient le chiffre étourdissant de 965 000 billions de kilomètres.
La lumière met 100 000 ans pour traverser notre galaxie. Notre galaxie est vraiment grande. Et quand on y pense, il est étonnant qu'on comprenne autant de choses sur ce système. Nous savons maintenant où nous nous trouvons. Notre Soleil et notre système solaire sont situés ici, dans un quartier tranquille, niché entre deux bras spiraux. C'est notre chez nous. Mais comme nous allons le découvrir au cours de ce voyage, d'autres quartiers de la galaxie sont totalement différents du nôtre. Nous allons traverser des zones industrielles très dynamiques, où chaleur et pression contribuent à forger de nouvelles étoiles, et où d'autres meurent en de violentes explosions. Nous irons aussi visiter le centre-ville, le cœur même de notre galaxie, où les étoiles, attirées là par des forces mystérieuses, jouent des coudes pour se ménager un peu d'espace. Nous remonterons le cours du temps pour visiter les quartiers historiques, témoins de la fondation de notre cité stellaire. Nous commencerons par emmener la Terre dans l'une des régions les plus spectaculaires de la Voie lactée. C'est là que nous apprendrons comment les 200 milliards d'étoiles de notre galaxie, parmi lesquelles notre Soleil, ont été créées. Et c'est à 2 pas de chez nous. Nous quittons notre paisible quartier pour nous rendre à l'endroit où sont nées les étoiles. Notre destination semble proche, mais même à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire à 299 792 458 mètres par seconde, ce voyage durera 1500 ans. Nous arrivons près d'un vaste nuage rougeoyant formé de gaz et de poussière, la grande nébuleuse d'Orion. Une fois la Terre installée dans ce nouveau quartier, notre ciel ressemble à un tableau cosmique fortement illuminé. Mais ce nuage est bien plus qu'une œuvre d'art. Il détient le secret de la formation de notre Soleil et de toutes les étoiles de la galaxie. Les premières pièces du puzzle ont été découvertes en observant la Voie lactée de notre point de vue, de l'intérieur du disque. Dans ce nuage, il semble y avoir plus que des étoiles. À l'œil nu, on peut distinguer de grandes taches sombres. Les astronomes comme James Bullock disposent d'une image plus claire. La beauté de ce nuage vient peut-être du contraste né de la succession de zones très lumineuses et de zones sombres. Ces taches sont produites par de la poussière. Des nuages de poussière passent tels des ombres et les étoiles essaient de les transpercer de leur lumière. Certains nuages masquent complètement leur lumière, comme un nuage sur la Terre masque celle du Soleil. Ces grands nuages cosmiques faits de gaz et de poussière s'étendent sur des milliers d'années-lumière à travers la Voie lactée. Hubble en a détecté dans la plupart des galaxies spirales. Ils forment de larges bandes sombres enroulées autour de leurs bras spiraux et qui s'étendent sur toute la surface de leur disque. Mais si on y regarde de plus près, ce gaz et cette poussière ont quelque chose d'étrange. En certains endroits, ils semblent luire. Ces nuages lumineux et rougeoyants portent le nom de nébuleuses. En plus de la nébuleuse d'Orion, notre Voie lactée en possède d'autres exemples spectaculaires. La nébuleuse de l'Aigle, avec ses célèbres colonnes baptisées piliers de la création, s'étend sur plus de 4 années-lumière. Ou encore la nébuleuse de la Carène,
Splendide tableau accroché contre les ténèbres de l'espace galactique. Ces couleurs vives nous apprennent de quels gaz sont composées les nébuleuses. Si elle contient de l'oxygène, on aura du vert. S'il y a de l'hydrogène, du rouge. Analyser la lumière d'une nébuleuse est donc très instructif. Cela nous apprend quels éléments sont présents, quelles sont ses conditions physiques. On peut ainsi avoir une idée de la densité du nuage, de sa température et de sa composition. On peut découvrir beaucoup de choses sur la zone dans laquelle elle se trouve en utilisant ces indices qui proviennent directement de ces gaz lumineux. Les gaz présents dans ces nébuleuses luisent à des milliers de degrés. Mais quelle est la source de cette chaleur? Pour le découvrir, il faut explorer le nuage en profondeur. Malheureusement, ces gaz et ces poussières nous barrent la route. Les nébuleuses sont des zones très mystérieuses de la galaxie. Cela nous a obligés à inventer des méthodes originales pour les étudier. Kimberly Weaver est une astrophysicienne très habituée à ce type de méthode. Je dispose d'un moyen très simple pour vous montrer ça. Voici un sac au travers duquel on ne peut pas voir. Un télescope optique classique ne pourrait pas voir à travers, mais un télescope spatial infrarouge le peut, lui. Si je mets ma main à l'intérieur du sac, la caméra peut la voir. Je vais bouger mes doigts pour vous montrer. Ce que vous voyez, c'est la chaleur que dégage ma main à l'intérieur du sac. On peut la comparer à une étoile qui serait cachée dans un nuage de gaz et de poussière. Les astronomes peuvent la détecter en utilisant un télescope infrarouge. Voici une image de la nébuleuse d'Orion à la lumière visible. Nous savons que tout ce gaz amassé ici masque des étoiles, et nous souhaitons être en mesure de regarder à l'intérieur de la nébuleuse pour voir ces étoiles. En lumière infrarouge, sur cette image, nous pouvons distinguer les étoiles cachées dans la nébuleuse. Nous voyons aussi les cocons de poussière qui nimbent ces étoiles. Mais pour connaître la vraie signification de ces étoiles, Kimberly Weaver doit complètement retirer la poussière de l'image. Comment peut-on se débarrasser de ce brouillard environnant? Grâce aux rayons X. Quand on passe à cette photo aux rayons X, on ne voit plus que les étoiles, ce qui nous permet de les étudier en détail. En analysant la lumière émise par ces étoiles, les astronomes ont fait une découverte sidérante. Au sein de cette nébuleuse se trouvent les étoiles parmi les plus jeunes connues, âgées d'à peine quelques centaines de milliers d'années. Un battement de cœur à l'échelle de notre galaxie. La nébuleuse d'Orion est donc un endroit où naissent les étoiles. La même chose est vraie pour toutes les nébuleuses présentes dans les bras spiraux de notre galaxie. Ces régions sont des pouponnières d'étoiles. Ces jeunes étoiles font monter la température des nuages de gaz qui les entourent, ce qui explique leur couleur rougeoyante. Les étoiles sont avant tout composées de gaz, et notre galaxie en a. Elle a en fait une atmosphère composée de gaz et de poussière qui entoure toutes les étoiles que nous voyons dans le disque. Et c'est de ce gaz que naissent les nouvelles étoiles. En observant les nébuleuses à différents stades de leur évolution, nous pouvons recomposer le scénario de la naissance d'une étoile. Tout commence dans des nuages de poussière et d'hydrogène froid et sombre, au sein desquels s'engage une lutte sans merci. Les nuages veulent se dissiper, comme la fumée dans l'air. Mais le champ gravitationnel veut au contraire les comprimer. Ces nuages se trouvent à un point d'équilibre situé entre le champ gravitationnel qui les attire et la pression gazeuse qui les repousse. Finalement, la gravitation l'emporte et le matériau se conglomère en un disque qui est un embryon d'étoile. Le champ gravitationnel attire de plus en plus de gaz vers le centre du disque. Il est comprimé jusqu'à des densités énormes, ce qui fait monter en flèche sa température.
À 18 millions de degrés, une transformation miraculeuse se produit. Les atomes d'hydrogène fusionnent entre eux pour former de l'hélium. Soudain boosté par cette énergie nucléaire, l'étoile commence à briller. Le feu nucléaire pénètre le noyau de ces étoiles. Leur température augmente alors et elles expulsent les matériaux qui les entourent, nettoyant ainsi leur voisinage proche. Quelques millions d'années plus tard, de puissants vents stellaires balaient les gaz environnants, donnant ainsi naissance à ces spectaculaires structures. Le vent chasse les gaz et les poussières et nous fait découvrir cette chose merveilleuse, l'endroit où est née l'étoile. Une vie humaine est trop courte pour apprécier le miracle de la naissance d'une étoile dans un bras spiral. Mais en observant notre galaxie d'en haut, nous pouvons accélérer le temps cosmologique, convertir des millions d'années en tout juste quelques secondes pour observer la naissance d'une étoile à grande échelle. Mais ici et là, on aperçoit des éclairs de lumière encore plus brillants. Dans ces zones, les étoiles ne naissent pas. Elles sont en train de mourir. Ces régions sont parmi les plus violentes et les plus dangereuses de la galaxie. C'est notre prochaine destination. Nous faisons quitter à la Terre le voisinage du Soleil pour lui faire visiter un point précis dans le bras de Persée, situé à quelques 6500 années-lumière de là. Cette région nous offre l'un des plus beaux panoramas de la galaxie. Il porte le nom de nébuleuse du Crabe. Comme les nébuleuses qui engendrent des étoiles, elle est composée de gaz et de poussière. Mais leur point commun s'arrête à peu près là. Pour Alex Filipenko, cette nébuleuse est une zone industrielle très intéressante de notre galaxie où ont été fabriqués les éléments qui font notre monde. Regardez ce fer en fusion, mon Dieu! La nébuleuse du Crabe est un objet cosmique totalement fascinant. Ces gaz se dilatent très rapidement. La nébuleuse a l'air statique, mais ces gaz s'échappent de son centre vers l'extérieur à plus de 5 millions de km/h. Ils sont propulsés ainsi par un événement incroyablement puissant qui s'est produit dans le passé. Mais quelle force peut générer un phénomène d'une telle violence? Quand on examine les gaz de la nébuleuse du Crabe, qui se dilatent vers l'extérieur, et qu'on extrapole cette expansion en remontant dans le passé, on découvre qu'il y a environ 1 millier d'années, tous ces gaz se trouvaient en un point commun. Il y a 1000 ans, il y avait déjà des civilisations occupées à observer les étoiles. Des manuscrits chinois datant de 1054 évoquent l'arrivée subite d'une nouvelle étoile. Elle brillait plus que toutes les autres, si fort qu'elle était même visible de jour. Puis, elle a mystérieusement disparu. Aujourd'hui, la nébuleuse du Crabe se trouve exactement dans la même partie du ciel que cette étoile très brillante observée par les Chinois. Ils ont en fait assisté à la naissance du Crabe. La nébuleuse du Crabe a été générée par l'explosion colossale d'une étoile en fin de vie. C'est un rémanent de supernova. Les bras spiraux de notre Voie lactée sont jonchés de ces rémanents colorés. Ce sont les tombeaux d'étoiles qui sont mortes violemment
dans des explosions cataclysmiques que les astronomes appellent des supernovas. Comment ces catastrophes se sont-elles produites? Pour le comprendre, les astronomes doivent trouver une étoile massive à l'agonie. Les astronomes sont comme des détectives. On doit imaginer ce qui se passe dans l'univers en se basant sur un nombre parfois très réduit d'indices. Et pour la plupart d'entre nous, ces indices ne proviennent que de la lumière. Andy Howell sait que pour repérer la lumière émise par une supernova, tout est question de timing. Dans une galaxie, il se produit en moyenne une explosion de supernova tous les 70 ans, soit environ la durée d'une vie humaine. La dernière qui a pu être observée dans notre galaxie s'est produite il y a environ 400 ans. Ça fait vraiment longtemps. Et ma spécialité est justement l'étude des supernovas. Je ne pourrais pas faire ça si je devais attendre d'en voir une dans notre galaxie. Mais heureusement pour Andy et Alex, l'univers n'est pas en manque de galaxies. On est donc obligé d'étudier d'autres galaxies, des galaxies plus lointaines. Il y a des milliards de galaxies autour de nous. Et c'est là qu'on va étudier les supernovas. Si on étudie environ 70 galaxies, on trouvera en moyenne une supernova par an. Si on en étudie 700, on pourra en étudier 10 par an, et ainsi de suite. Les chiffres ont un pouvoir. Si on observe des milliers de galaxies, nos chances de trouver des supernovas augmentent. Voici une supernova qu'Alex et ses collègues ont eu la chance de détecter. C'est une étoile qui a explosé à la périphérie d'une galaxie située à 55 millions d'années-lumière de chez nous. Durant un bref moment, elle a fait disparaître dans sa lumière toute la galaxie. La lumière d'1 milliard de soleils distillée par une étoile mourante. La lumière d'une supernova met 1 million, voire 1 milliard d'années à arriver jusqu'ici, selon qu'elle est située à 1 million ou 1 milliard d'années. Mais elle ne brille qu'1 mois environ. On a donc cette petite fenêtre pour étudier ces phénomènes avant que cette lumière ne disparaisse à jamais. C'est un moment tellement crucial que dans leur laboratoire, Andy et son équipe mettent au point un dispositif de surveillance du ciel le plus large possible. On construit un réseau de télescopes pour pouvoir étudier les supernovas en plus grand nombre, de façon plus détaillée qu'on a pu le faire jusqu'ici. Laissez-moi vous montrer le réseau que nous construisons. Voici des télescopes de 4 mètres. On en a déjà 4 et on en construit 20 au total, qu'on va disposer tout autour de la planète. Certains de ceux-là iront au Chili et on en a déjà installé à Hawaï. Je vais vous montrer l'un des plus gros télescopes qu'on a construit ici. Voici un télescope d'1 mètre. On va en construire une quinzaine. Le miroir n'est pas encore installé, mais voilà où il sera placé. C'est lui qui reflètera la lumière de la supernova. Nous devons pouvoir étudier n'importe quel point dans le ciel, et pour ce faire, notre télescope pivote sur cet axe, sur cet anneau mobile en forme de C. Ce qu'il y a de merveilleux dans ce type d'observation, c'est qu'elle est effectuée par un robot. Je peux rester tranquillement ici, à Santa Barbara, avec une bière et une pizza, pendant que tous ces télescopes récoltent de nouvelles informations sur les supernovas un peu partout dans l'univers. Dès qu'ils ont détecté la lumière d'une étoile mourante, leur travail de détective commence. On récolte la lumière et on l'analyse en détail pour déterminer ce qui est en train de se produire. Quelle est la composition chimique de l'étoile? Quelle est sa pression interne, sa température? Quel type de processus nucléaire s'y produisent? Comment l'étoile explose? On détermine tout cela grâce à l'analyse de la lumière. Ce faisant, les astronomes ont découvert que seules les étoiles massives disparaissent de la sorte dans une explosion géante. Une étoile massive a une vie très intéressante et très vigoureuse. À l'origine, elle fait fusionner de l'hydrogène pour créer de l'hélium, processus générateur d'énergie. C'est ce qui fait briller l'étoile. Ensuite, les cendres de cette réaction, l'hélium, fusionnent à leur tour pour créer du carbone et de l'hydrogène, produisant ainsi encore plus d'énergie. Pour vous donner quelques exemples, le carbone et l'hydrogène peuvent ensuite fusionner pour donner naissance à des éléments encore plus lourds. En bout de course, on arrive au silicium et au sulfure, et enfin au fer. Quand elle commence à produire du fer, l'étoile géante est condamnée.
une terrible bataille a lieu dans son noyau. L'énergie fait un mouvement de poussée externe, tandis que le champ gravitationnel a un effet inverse de pression vers l'intérieur. Pendant que la lutte se poursuit, l'étoile produit des éléments de plus en plus lourds, relâchant une énergie qui évite son effondrement total. Mais une fois qu'elle commence à produire du fer, la bataille est perdue. La fusion des noyaux atomiques de fer en des éléments plus lourds ne produit pas d'énergie, elle l'absorbe. Un noyau de fer se construit donc, mais il devient si massif que c'est le champ gravitationnel qui l'emporte. Le noyau de fer s'effondre alors. En moins d'une seconde, les couches externes s'effondrent vers l'intérieur, puis rebondissent avant d'être pulvérisées en 1000 morceaux. Mais ce processus, qui signifie la mort pour l'étoile, est essentiel pour la vie de notre galaxie. On est ici dans une fonderie qui reçoit du fer issu de vieilles machines. Ce fer va servir à construire des parties de nouvelles machines. Il est recyclé. Mais tout ce fer a été créé et rejeté dans le cosmos par des étoiles géantes qui explosent en supernovas. Ces explosions ont créé ce fer éjecté dans le cosmos, qui est ensuite intégré dans des systèmes planétaires comme le nôtre. Les atomes de ce fer ont été créés par l'explosion d'étoiles. Les supernovas sont les zones industrielles de notre cité stellaire. Des fonderies cosmiques dans lesquelles la chimie céleste forge de nouveaux éléments. Lors de ces explosions géantes, ces éléments lourds sont répandus aux quatre coins de notre galaxie, l'enrichissant durant des milliards d'années. Si certaines étoiles n'explosaient pas dans les zones industrielles de galaxies comme la Voie lactée, on n'aurait pas les zones industrielles dont nous disposons sur Terre. Tout est lié. Nous sommes tous liés au cosmos. Notre vie est rendue possible par des événements qui se sont produits il y a des milliers de millions d'années dans le cœur des supernovas. Il est fascinant de constater que les éléments lourds présents dans nos corps, le carbone dans nos cellules par exemple, ou le calcium dans nos os, l'oxygène que nous respirons, le fer dans nos cellules sanguines, tous ces éléments lourds ont été synthétisés, créés par des réactions nucléaires dans les étoiles et éjectés dans le cosmos par des supernovas. Seul un petit nombre d'étoiles a une masse assez importante pour mourir en supernova. La plupart des autres, comme notre Soleil, auront une mort plus douce. La plupart des étoiles ne meurent pas dans des explosions cataclysmiques. Notre Soleil, par exemple, disparaîtra de façon beaucoup plus discrète, dans un gémissement. La mort de la plupart des étoiles se produit quand la bataille entre le champ gravitationnel qui l'attire vers l'intérieur et l'énergie nucléaire qui la repousse vers l'extérieur est remportée non par le champ gravitationnel, mais par l'énergie nucléaire. C'est ce qui se produira dans notre Soleil quand il mourra. Dans 3 ou 4 milliards d'années, notre Soleil deviendra de plus en plus gros pour devenir un type d'étoile qu'on appelle une géante rouge. La couche externe de l'atmosphère gazeuse sera retenue si faiblement par le Soleil à cette période que les gaz seront chassés relativement doucement dans ce qu'on appelle un rot cosmique. Les restes de ces rots cosmiques
jonchent également les bras spiraux de notre galaxie. Ces étoiles meurent en répandant des couches d'éléments cosmiques. Certaines de ces couches sont composées d'hydrogène, d'autres de silicium, d'autres de sulfure. Et les couleurs que nous voyons grâce à Hubble correspondent à ces trois éléments. Dans une zone située à proximité de notre Soleil, une étoile est en train de mourir. Elle a pour nom la nébuleuse de l'hélice. Elle offre un aperçu saisissant de la façon dont la plupart des étoiles finissent leur vie. Notre Soleil produira un spectacle similaire quand il mourra, dans environ 5 milliards d'années. Mais cela ne se produit pas dans toutes les régions galactiques. Le centre de la Voie lactée est un endroit mystérieux où les étoiles disparaissent totalement. C'est notre prochaine destination. Nous emmenons la Terre loin de son petit quartier tranquille pour aller visiter le centre-ville, le cœur de notre Voie lactée. C'est un quartier dynamique, plein de vie, mais où il peut être dangereux de se promener. André Aguez a passé plus de 15 ans à explorer ce quartier animé. Si nous pouvions faire un voyage qui nous mènerait des bras spiraux de notre galaxie, là où nous nous trouvons, jusqu'au centre de notre galaxie, nous découvririons des choses très intéressantes. Ce serait un peu comme déménager d'une banlieue tranquille pour aller s'installer au centre d'une zone métropolitaine très animée. Plus on approche du centre-ville, plus le nombre d'étoiles augmente. Au cœur de la galaxie, la densité stellaire est incroyable. Elle est environ 1 milliard de fois plus élevée que celle que nous connaissons dans la zone proche du Soleil. Ici, au centre de la Voie lactée, il y a tellement d'étoiles dans le ciel que la Terre est perpétuellement baignée de lumière. C'est un endroit d'une beauté époustouflante, mais aussi plein de mystères. Ces étoiles ne sont pas seulement proches les unes des autres. Elles se déplacent à des vitesses incroyables. Aller au centre de la galaxie, c'est un peu comme se rendre dans un parc d'attractions. Ces manèges sont un peu comme des étoiles orbitant autour du Soleil. Ces étoiles tournent à une vitesse de 16 milliards de kilomètres/heure, c'est-à-dire environ 50 fois plus vite que notre Soleil. Il doit donc se produire quelque chose au centre de notre galaxie pour que l'on assiste à de tels phénomènes. Mais quoi exactement? Le centre de la galaxie est situé à 26 000 années-lumière de chez nous. Il est difficile à observer car il est masqué par une grande quantité d'étoiles, de gaz et de poussière. Et un autre élément rend son observation difficile, l'atmosphère terrestre. L'atmosphère est une chose fantastique pour l'homme. Elle lui permet de vivre sur Terre, mais c'est un gros problème pour les astronomes. C'est un peu comme lorsqu'on observe un caillou au fond d'un ruisseau. L'eau du ruisseau coule, crée des turbulences, et il est très difficile ainsi d'avoir une vision claire du caillou. De la même façon, regarder à travers l'atmosphère nous empêche d'avoir une image claire des étoiles situées au centre de la galaxie. Andrea s'est donc tourné vers une technique permettant de corriger ce problème. L'optique adaptative. En mesurant la façon dont se déforme un rayon laser dans l'air en mouvement, il est possible de compenser l'effet de flou généré par l'atmosphère. Je vais vous montrer à quel point l'optique adaptive est efficace. Les étoiles que nous voulons étudier sont celles situées au centre même de la galaxie. Et nous pensons que le cœur est juste au centre de cette boîte, dont on a ici une image panoramique. Sans la correction de l'optique adaptive, cette région est totalement floue. On ne voit pas les étoiles séparément. Avec l'optique adaptive, on les voit. Depuis 15 ans, Andrea photographie en infrarouge les étoiles situées au centre de la galaxie.
À partir de ces photos passées en accéléré, elle a obtenu un film extraordinaire. Si on zoome au cœur même de la galaxie, on voit les données qu'on a prises ces 15 dernières années. On voit à quel point ces étoiles ont bougé. Je pense en particulier à S2, qui est mon étoile préférée. Les astronomes en ont toujours une. Regardez comme S2 se déplace. Et quand elle arrive au milieu du cadre, elle bouge beaucoup plus vite. Il doit donc se passer quelque chose d'intéressant dans cette région. En montant ensemble toutes les mesures qu'on a prises, on a réussi à faire un petit film d'animation qui montre comment les étoiles se déplacent sur une période de temps de 15 ans. Chaque étoile tournoie autour du cœur de la galaxie. La trajectoire la plus étonnante est celle suivie par S2. S2 semble être sur des montagnes russes. Elle arrive en tournoyant pour repartir ensuite dans l'autre sens. Un objet ayant une force gravitationnelle exceptionnelle envoie S2 dans une orbite très rapide autour du centre de la galaxie. Un objet incroyablement massif. S2 fait un tour tous les 15 ans. Et elle nous apprend ainsi qu'un objet cosmique faisant 4 millions de fois la masse du Soleil est pris dans son orbite. Les astronomes ne connaissent qu'un seul candidat qui puisse avoir à la fois une masse géante et être si petit. C'est une masse incroyable dans un tout petit volume, ce qui nous mène à la conclusion que nous sommes en présence d'un trou noir. Le cœur de notre galaxie est donc un trou noir si massif, un objet dont le champ gravitationnel est si fort, que même la lumière ne peut pas s'en échapper. Voici une image réelle du centre de notre galaxie. On ne voit pas le trou noir, mais on distingue des nuages de poussière et de gaz lumineux qui montent en spirale vers lui. On s'approche du trou noir. Il est au centre d'un jet de gaz et de poussière. Ce sont les restes d'étoiles qui ont été réduites en miettes pour s'être aventurés trop près du cœur. Les trous noirs grandissent avec le temps. Ce phénomène se produit sous l'effet des matériaux qui tombent sur eux, s'agglomèrent à eux. Ces matériaux peuvent être soit du gaz, soit des morceaux d'étoiles qui ont été détruites par le trou noir lui-même. Au centre se situe le trou noir invisible. Nous voyons ici le matériau dont il se nourrit. La région lumineuse est le disque d'accrétion, où s'agglomèrent les débris d'étoiles. Quand ils tombent à l'intérieur, entraînés dans le tourbillon, ils sont chauffés par la friction à de telles températures qu'ils deviennent incandescents. Au centre de notre galaxie, nous avons bien un trou noir, nous en sommes sûrs aujourd'hui. Mais il ne produit pas une quantité d'énergie extraordinaire. C'est donc peut-être un trou noir qui est au régime, pourrait-on dire. Il n'a pas beaucoup de matériaux à sa disposition pour festoyer. Mais que se produirait-il si S2 et les autres étoiles étaient engloutis par le trou noir? Quand ces matériaux tombent dans le trou noir, ce dernier peut émettre des radiations. Et il peut aussi générer ces jets qui jaillissent du cœur galactique. Il rejette des particules subatomiques à une vitesse proche de celle de la lumière. Les rayons ainsi produits sont comme de gigantesques lampes torches cosmiques. Voici Messier 87, une grande galaxie elliptique avec en son centre un trou noir supermassif qui se nourrit de ses propres étoiles. Jaillissant de son noyau lumineux, des jets de particules traversent plus de 5000 années-lumière. Je les ai surnommés les primadonnas du monde galactique. Ce sont les 10% de galaxies qui adorent se faire admirer.
Les astronomes pensent que le trou noir supermassif, situé au centre de notre galaxie, a toujours été là, qu'il était présent dès le départ. Mais de quand cela date-t-il? Quel est l'âge de la Voie lactée? Pour le savoir, nous devons quitter le disque et nous rendre vers ses quartiers les plus anciens. Nous voyageons maintenant vers le haut de la galaxie en nous éloignant de notre système solaire et des bras spiraux de la Voie lactée. Devant nous s'étendent de vastes amas d'étoiles, des villes satellites qui orbitent autour du cœur de notre galaxie. Ce sont des amas globulaires. On en a découvert plus de 150 jusqu'à aujourd'hui. C'est ici que les astronomes ont trouvé la réponse à l'une des plus grandes questions de l'astronomie. Depuis combien de temps existe notre cité stellaire? Les amas globulaires sont de fascinants groupes d'étoiles. Ils contiennent chacun environ 1 million d'étoiles. Et ce qui est merveilleux, c'est que ces étoiles forment un groupe très dense. Si on pouvait visiter un amas globulaire, on serait ébloui par son ciel nocturne. Beaucoup des étoiles de ce ciel seraient aussi brillantes que la pleine lune. Dans toutes les directions, ce ciel nocturne serait rempli d'étoiles très proches et très lumineuses. Ce serait comme un feu d'artifice permanent. En plus de leur nombre très élevé, une autre particularité de ces amas d'étoiles mérite notre attention. L'un des aspects très intéressants de ces amas globulaires est qu'ils ne semblent pas contenir d'étoiles jeunes. Les étoiles ont des points communs avec l'homme. En les regardant, on peut deviner leur âge et la vie qu'elles ont menée. Chez l'homme, les cheveux grisonnent et la peau se ride. Chez les étoiles, c'est leur couleur et leur taille qui trahissent leur âge. Les étoiles les plus grosses, les plus massives, celles qui contiennent le plus de gaz, vivent à 100 à l'heure. Elles ne vivent pas longtemps, mais elles sont très lumineuses et très chaudes et tendent ainsi à être bleues. À l'opposé, on a les étoiles rouges qui utilisent leur énergie de façon très mesurée, qui vivent longtemps et ne brillent pas beaucoup. Ce type d'étoile a une très longue vie. En mesurant l'éclat et les couleurs des étoiles qui forment un amas globulaire, on peut deviner leur âge. Et ce qu'il est intéressant de noter, c'est qu'elles sont très vieilles. Les amas globulaires, ou tout du moins les étoiles qui les composent, sont dans la plupart des cas aussi vieilles que l'univers. Les amas globulaires sont des fossiles vivants. C'est un peu comme si on découvrait une communauté humaine qui serait là depuis l'âge de pierre. Certaines de ces étoiles brillent depuis 12 milliards d'années, environ 2 fois plus longtemps que notre Soleil. Cela permet de donner un âge à la Voie lactée. Les amas globulaires font partie de notre galaxie. Dans une certaine mesure, ce sont des traceurs de notre galaxie elle-même. Et le fait que ces amas soient si vieux laisse penser que notre galaxie l'est aussi. Ces amas globulaires nous disent donc quelque chose d'incroyable. Notre galaxie est l'un des objets les plus vieux du cosmos. Elle est là quasiment depuis le début de l'univers. Depuis au moins 12 milliards d'années. Les étoiles de ces amas révèlent aussi qu'au moment où elle s'est formée, la chimie de la galaxie était très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. On peut mesurer les propriétés physiques de ces étoiles. Il apparaît qu'elles ont de très petites quantités d'éléments lourds. Des éléments comme le fer sont très rares dans les amas globulaires, comparés à des étoiles comme le Soleil. Ce qui est vrai pour les amas globulaires l'est aussi pour notre galaxie à ses débuts. C'était certainement un endroit beaucoup moins coloré.
Elle manquait des éléments lourds qui colorent les nébuleuses et les rémanents de supernovas que l'on voit aujourd'hui. Mais, fait plus important, notre galaxie serait restée sans vie. Il a fallu des milliards d'années aux étoiles pour former les éléments lourds qui permettront l'apparition de la vie dans la Voie lactée. Mais cela soulève une autre grande question. Comment la galaxie a-t-elle réussi à survivre aussi longtemps? L'un des mystères de notre galaxie est qu'elle a des étoiles qui se forment continuellement en son sein depuis environ 10 milliards d'années. Mais la formation de nouvelles étoiles fait que la galaxie consomme son gaz à un rythme très rapide et qu'elle devrait en être rapidement à court. Elle doit donc disposer d'une autre source de combustible. Cette source doit être située au-delà de la galaxie. Récemment, les astronomes ont fait une découverte surprenante. Les amas globulaires ne sont pas les seuls groupes d'étoiles à graviter autour de la Voie lactée. Il y a aussi des galaxies naines à faible brillance. S'il nous a fallu si longtemps pour découvrir l'existence de ces galaxies naines à faible brillance, c'est qu'elles ne contiennent que quelques centaines ou milliers d'étoiles. Il faut donc arriver à détecter un amas d'un millier d'étoiles en regardant à travers une masse de milliards d'autres. Ce n'est pas facile. C'est l'histoire de l'aiguille dans la meule de foin. Et c'est uniquement parce que nous disposons aujourd'hui de cartes très détaillées. C'est la précision de l'astronomie moderne qui nous a permis de découvrir ces galaxies naines. Si elles sont dures à détecter, elles peuvent nous aider à résoudre le mystère de la source de combustible de la galaxie. Ces galaxies naines tournent très rapidement autour de notre galaxie. Elles sont en orbite autour d'elle. Il leur arrive cependant de passer trop près, et elles sont alors réduites en morceaux. En fait, elles se font manger d'une certaine façon par notre galaxie. Cette modélisation informatique montre des galaxies naines sous la forme de disques colorés. Avec le temps, notre galaxie qui est au centre dévore la plupart d'entre elles. Ces galaxies, attirées par le champ gravitationnel, fournissent ainsi du gaz et de la poussière à partir desquels de nouvelles étoiles se formeront. De la même façon qu'une grande ville peut parfois cannibaliser ses cités satellites, la Voie lactée cannibalise ses galaxies naines. Les amas globulaires et les galaxies naines nous donnent une idée de l'âge de notre cité des étoiles et de la façon dont elle a pu survivre aussi longtemps. On supposait autrefois que ces galaxies naines marquaient les limites de la Voie lactée. Mais aujourd'hui, les astronomes pensent que notre galaxie est beaucoup plus grande que ce que nous pouvons en voir. Pour comprendre pourquoi, nous allons mettre le cap sur les étoiles situées à l'extérieur du disque galactique. Nous sommes maintenant très loin de notre quartier tranquille. Nous approchons de l'extérieur du bras spiral de notre galaxie. Nous allons tenter de percer un mystère. Quelle est la force qui tient ensemble toutes ces étoiles pour former la Voie lactée? Vu d'ici, notre ciel nocturne est un peu différent. La Voie lactée est plus petite et le ciel plus sombre. Bien que nous soyons à des dizaines de milliers d'années-lumière du cœur de la galaxie, nous sommes toujours liés à elle par la force gravitationnelle. La gravitation est la force qui fait que deux objets sont attirés l'un vers l'autre. Sur la Terre, on utilise pour construire les villes du béton et des poutrelles d'acier. Un échafaudage invisible qui permet de maintenir ces bâtiments debout malgré la force gravitationnelle. Sans ces structures, les gratte-ciels et les ponts s'effondreraient. Mais la force gravitationnelle ne régit pas seulement notre Terre. Elle gouverne l'ensemble de l'univers. Ces lois sont simples. Tout
ce qui a une masse a une force gravitationnelle. Et plus cette masse est importante, plus la force gravitationnelle de l'objet est forte. Avec ses 200 milliards d'étoiles, la Voie lactée a une masse énorme et une force d'attraction gravitationnelle gigantesque. Comme ces bâtiments, notre galaxie doit aussi s'étayer pour résister aux forces de la gravitation. Imaginez notre disque galactique. Si vous prenez un disque d'étoile et que vous le placez ici, la force de gravitation aura tendance à le faire s'effondrer sur lui-même. Or, ce n'est pas ce qui se passe dans notre galaxie. En fait, les étoiles gravitent autour du centre galactique, ce qui les empêche de tomber dedans, de la même façon que la Terre gravite autour du Soleil. Les planètes de notre système solaire sont dans un équilibre délicat entre la gravitation qui les attire vers le Soleil et leur vitesse orbitale qui tend à les éjecter vers l'extérieur. Pour conserver cet équilibre, les planètes les plus éloignées du Soleil doivent graviter plus lentement. Les planètes les plus distantes, qui se trouvent à la périphérie du système solaire, tournent plus lentement autour du Soleil parce que le champ gravitationnel est plus faible. La même chose est vraie pour les étoiles de la Voie lactée. Toutes gravitent autour du centre de la galaxie. Mais les étoiles situées dans le bras externe devraient logiquement graviter plus lentement que celles qui sont plus proches du cœur de la galaxie. Ce n'est pas ce qui se passe. Dans les régions externes de la galaxie, les étoiles tournent aussi rapidement que dans les régions internes. Et elles ne sont pas les seules. Ce n'est pas uniquement vrai pour notre galaxie. Toutes les galaxies semblent avoir une vitesse gravitationnelle trop rapide dans leurs régions externes. Ces étoiles trop pressées devraient logiquement être repoussées hors de la galaxie. Mais elles ne le sont pas. C'est un vrai mystère. Cela signifie qu'il y a dans ces régions une masse que nous ne pouvons pas voir. Cette masse doit produire la gravitation qui maintient ces étoiles sur leur orbite. Mais quand les astronomes cherchent cette masse, ils ne voient rien. Cela a mené des cosmologistes comme Joël Primark à une conclusion stupéfiante. Toutes les galaxies, toutes les étoiles, les gaz, les poussières et les planètes, tout ce que nous voyons avec nos plus grands télescopes ne représente qu'environ 0,5% de ce qui se trouve vraiment dans l'univers. Le reste est invisible. C'est pour la plus grande partie une substance mystérieuse que l'on appelle la matière noire. On ne peut pas voir la matière noire. On peut voir la matière normale parce que la lumière brille et se reflète sur elle. C'est ce qui fait que vous pouvez me voir. La matière noire ne fonctionne pas de cette manière. La lumière la traverse. On peut détecter la matière noire parce qu'elle a une masse. Tout objet ayant une masse agit sur les autres objets par le biais de la gravitation. C'est la règle d'or de la masse. Elle attire les autres objets. Sans la matière noire, la Voie lactée ne pourrait pas exister. La galaxie tourne, et elle tourne même très rapidement. Et si elle tourne aussi rapidement, c'est parce qu'elle contient une grande quantité de matière noire. La matière noire a une masse très importante, et elle a donc une grande force gravitationnelle. Si on pouvait par magie retirer toute la matière noire de notre galaxie, elle volerait en éclats. Les étoiles auraient des trajectoires droites, et en très peu de temps, la galaxie disparaîtrait. Ce serait une gigantesque pagaille cosmique. Il y aurait une énorme quantité d'objets volant en tous sens. Ce n'est pas vrai seulement pour notre galaxie, ça l'est pour toutes les galaxies et tous les amas de galaxies présents dans l'univers. Tous ces éléments sont maintenus en place par cet objet invisible qu'on appelle la matière noire. Nous avons besoin de cette matière noire. C'est la colle qui assure la cohésion des galaxies. La découverte de la matière noire a révolutionné notre représentation de la Voie lactée. Les étoiles de la galaxie ne représentent qu'une fraction de sa masse globale. Tout le reste est composé d'un halo invisible de matière noire.
Ils nous entourent tous, vous, moi et chaque étoile de la galaxie. Les étoiles ne représentent que la région centrale. Le halo est au moins 10 fois plus gros et pèse bien plus que 10 fois plus que toutes les étoiles, les gaz et les poussières que l'on peut voir. C'est l'ensemble de cette structure qui constitue vraiment la Voie lactée. Et cela ne concerne pas seulement notre galaxie, ça s'applique à toutes les galaxies que l'on a étudiées. Cette matière noire ne fait pas qu'assurer la cohésion de galaxies comme la nôtre. Les astronomes pensent maintenant qu'elle unit la Voie lactée et des milliards d'autres galaxies en une structure extraordinaire. Pour l'explorer, nous allons poursuivre notre voyage jusqu'à la limite de l'univers. Nous quittons maintenant la galaxie pour entamer un trajet qui fera parcourir à la Terre des milliards d'années-lumière d'espace et des milliards d'années de temps. L'un des aspects merveilleux des télescopes, c'est que ce sont des machines à remonter le temps. Parce que la vitesse voyage à une vitesse finie, quand on observe des objets distants, on les voit tels qu'ils étaient quand la lumière s'est échappée d'eux. En remontant le temps sur des milliards d'années, les astronomes voient l'univers fourmillé de galaxies. Et ce qui semble extraordinaire, c'est que ces galaxies ne sont pas dispersées au hasard dans l'espace. Elles se regroupent le long de filaments pour former un gigantesque réseau cosmique. Qu'est-ce qui donne à l'univers cette structure compliquée? Et quelle relation a-t-elle avec la naissance des galaxies? La réponse est enfouie dans les ténèbres. Si l'on regarde assez loin en arrière, on s'aperçoit que petit à petit, les galaxies disparaissent. Nous atteignons une période étrange, située il y a quelques 12 milliards et demi d'années. On ne peut rien voir de cette période, car rien ne s'est encore formé. On a baptisé cette époque l'âge des ténèbres. Durant l'âge des ténèbres, l'univers était un endroit totalement différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. À cette époque, il était rempli de nuages d'hydrogène très denses. Comme les gaz qui bouchent la vue des étoiles dans la Voie lactée aujourd'hui, ces nuages empêchent de voir ce qui pourrait être caché dedans. C'est frustrant, parce que cette région, cette époque historique, contient, d'une certaine façon, la pierre de Rosette de la formation galactique. Mais on dispose d'indices sur ce qui pourrait se produire à l'intérieur de ces nuages d'hydrogène très denses. Si l'on remonte encore plus loin dans le temps, tout juste 380 000 ans après le Big Bang, l'univers n'était pas que ténèbres. Il était aussi lumière. Les astronomes perçoivent encore aujourd'hui son faible rayonnement électromagnétique. Cette image est vraiment surprenante. C'est une image de l'univers jeune. C'est une image du rayonnement du Big Bang. À cette époque, l'univers était le même partout, rempli d'une atmosphère chaude, faite de matière et de radiation. Mais les graines d'un univers très différent, celui que nous connaissons aujourd'hui, étaient déjà semées. Où que notre regard se porte dans l'univers, on voit des structures. Il est couvert de galaxies. D'où viennent ces galaxies? Un indice important est contenu dans cette image. Si vous la regardez attentivement, vous verrez qu'elle comporte des points rouges et des points bleus. Ces régions rouges sont des régions contenant plus d'objets. Les bleus sont celles qui en contiennent moins. Cette image nous apprend qu'il y avait des variations infimes dans la densité du gaz qui emplissait l'univers jeune. De minuscules ondulations qui vont grandir avec le temps. Nous pensons que ces ondulations primitives sont les graines de toute la structure à venir.
Ces ondulations se sont développées pour former les premières galaxies. Mais comment quelque chose d'aussi petit a-t-il pu devenir quelque chose d'aussi grand? Il fallait une source supplémentaire de force gravitationnelle pour amplifier ces ondulations et leur permettre de former les galaxies telles que nous les connaissons aujourd'hui. Cette gravitation supplémentaire sera apportée par la matière noire. C'est la première matière noire qui va former la structure. La matière ordinaire apparaîtra après la matière noire. À ce stade, la matière ordinaire est composée d'hydrogène et d'hélium. L'hydrogène et l'hélium tombent au centre des halos de matière noire qui sont en formation et qui deviendront à terme des galaxies. Si ces hypothèses sont justes, le lien entre ces ondulations infimes dans l'univers naissant et le grand réseau cosmique qui remplit maintenant l'espace est la matière noire. Mais nous savons que la matière noire est invisible. Nous n'avons donc aucun moyen de la voir créer ce réseau cosmique. Mais il est possible de simuler ce processus grâce à l'un des ordinateurs les plus puissants du monde. Nous sommes au centre de recherche Ames de la NASA, où se trouve le superordinateur Pléiade. Chacun de ces placards contient 512 processeurs. Laissez-moi vous montrer. Il y a donc un demi-téraoctet dans chacun d'entre eux. Et le superordinateur Pléiade comporte 110 placards de ce type. On peut donc dire que c'est un gros superordinateur. En fait, c'est le plus gros de la NASA. Le défi est de développer un univers virtuel de ses débuts jusqu'à nos jours pour voir le rôle qu'a pu jouer la matière noire dans la structuration du cosmos. Si on tentait de faire ce travail sur un ordinateur individuel, cela prendrait plus de 680 ans. Si on fait bien notre boulot, on pourra monter un film à partir des images qui montrera toute la structure de l'univers. Voici le résultat final. On l'a baptisé Bolchoï. C'est une visualisation impressionnante de ce à quoi pourrait ressembler la structure de la matière noire dans l'univers aujourd'hui. Nous voyons actuellement une région de 200 millions d'années-lumière de diamètre qui n'est qu'une petite partie de notre grande simulation que nous avons baptisée Bolchoï, ce qui signifie grand en russe. Tout ce que vous voyez ici est en fait invisible. Ce n'est pas l'univers visible que nous regardons. Les taches de couleur représentent la matière noire. Ce sont les halos de matière noire dans lesquels les galaxies se forment. Chacun de ces petits points représente certainement une ou deux galaxies de la taille de la Voie lactée. On voit que les galaxies se développent en longues chaînes, que l'on appelle des filaments. Toute la structure se forme le long de ces filaments de matière noire. Pour Joël Primark, le test de vérité consiste à comparer la structure de matière noire prédite par Bolchoï avec la réalité, la structure des galaxies que l'on observe dans l'univers. D'après ce que l'on voit, ces univers simulés que l'on a construits à l'aide des superordinateurs ressemblent exactement à ce que l'on voit dans l'univers. Il ne semble y avoir aucune divergence. C'est exactement ainsi que l'on observe la distribution des galaxies dans l'univers visible. Les simulations Bolchoï sont étonnantes. Elles correspondent parfaitement au schéma des galaxies telles que nous les voyons aujourd'hui dans le cosmos. C'est la preuve convaincante que c'est bien la matière noire qui sculpte l'univers depuis des milliards d'années. Tout cela m'impressionne beaucoup, parce qu'on avait pris des risques en faisant ces premières hypothèses, et qu'elles se sont finalement révélées justes, et elles le sont toujours.
C'est une grande joie pour un théoricien, bien sûr. En remontant au commencement de l'univers, les astronomes ont découvert l'origine de la structure du cosmos. Mais notre voyage dans le temps n'est pas fini. Nous ne savons toujours pas comment les premières galaxies ont donné naissance aux toutes premières étoiles. Nous emmenons maintenant la Terre dans l'âge des ténèbres. Une période qui se situe il y a 12 millions et demi d'années. Le spectacle qu'elle offre est impressionnant. Nos cieux s'embrasent sous le feu des premières étoiles de la Voie lactée. Leur lumière transperce le brouillard d'hydrogène et nous enveloppe tous dans une puissante énergie ultraviolette. Ces premières étoiles changeront à jamais notre façon de voir l'univers. Tom Abell a modélisé leur vie et leur mort. Ce qui est merveilleux aujourd'hui, c'est que nous avons des ordinateurs. On peut leur faire ingérer les lois de la physique, ajouter un peu de gravitation, d'hydrodynamique, de déplacement des gaz, un peu de chimie aussi, et en mélangeant bien tout ça, on peut obtenir une idée de la façon dont les étoiles sont apparues. Dans le cas des toutes premières étoiles, c'est une question absolument cruciale. C'est de la cuisine cosmique. Tom prend les ingrédients de base présents durant l'âge des ténèbres, c'est-à-dire l'hydrogène, l'hélium, la matière noire et la gravitation, et il fait mijoter tout ça dans son ordinateur. À partir des modèles, Tom peut recréer la vie de ces étoiles. On voit ici l'une des toutes premières étoiles de l'univers. Elle est 100 fois plus massive que le Soleil et 1 million de fois plus brillante. Ces premières étoiles sont énormes. Elles sont gonflées par l'extraordinaire quantité d'hydrogène et attirées par la force gravitationnelle de la matière noire. Étant donné qu'elles ont beaucoup de combustible à brûler, on pourrait penser qu'elles ont une longue espérance de vie. Mais elles vivent à toute allure et meurent au bout de seulement quelques millions d'années. Les premières étoiles de notre Voie lactée étaient des objets terrifiants. Des étoiles d'octane qui brûlaient leur hydrogène à une vitesse formidable. Elles parcouraient leur cycle de vie à toute allure. Elles vivent un peu comme des rockstars. Elles brûlent la chandelle par les deux bouts et elles meurent jeunes. Elles consument leur carburant très rapidement et au bout de quelques millions d'années, elles meurent. Elles meurent dans des explosions parmi les plus violentes qui aient secoué l'univers. De gigantesques supernovas qui brillaient puissamment. Et l'énergie qu'elles ont relâchée durant la vie et la mort de ces étoiles massives a conduit à une transformation miraculeuse. Durant les premiers milliards d'années de l'histoire de l'univers, les galaxies ont commencé à se former dans un brouillard d'hydrogène épais et sombre, et leur lumière ne peut nous atteindre. Mais avec le temps, les étoiles les plus massives ont émis des radiations ultraviolettes, et ce sont ces radiations qui ont modifié le brouillard qui les entourait. Dans ces régions, l'univers est devenu transparent. Ces galaxies ont dispersé le brouillard dans lequel elles baignaient. Les vides bleus sont les endroits où l'énergie provenant des nouvelles étoiles disperse le brouillard d'hydrogène. Environ 1 milliard d'années après le Big Bang, ce brouillard s'est dissipé entièrement, ce qui nous permet de voir aujourd'hui l'ensemble de la galaxie. L'âge des ténèbres a pris fin. Quand le brouillard d'hydrogène disparaît, nous voyons pour la première fois les galaxies naissantes, parmi lesquelles se trouve notre Voie lactée. Mais à quoi ressemble-t-elle ?
Cette magnifique image, c'est le champ profond d'Hubble. C'est la photo avec le plus longtemps d'exposition jamais prise par le télescope spatial Hubble. C'est l'image certainement la plus célèbre parmi les astronomes professionnels. Durant 11 jours, le télescope Hubble a observé un tout petit morceau de ciel de la surface d'une pièce de 5 centimes tenue à 25 mètres de distance. Toutes les traces lumineuses que l'on y voit sont des galaxies. Pour Richard Ellis, c'est un véritable trésor. À l'instar de l'archéologue qui rassemble les morceaux de son puzzle, un cosmologiste utilise cette image pour étudier l'histoire de l'univers et pour découvrir comment les galaxies les plus anciennes ont évolué pour former les grands systèmes que nous voyons aujourd'hui autour de nous. L'image nous apprend quelque chose de très intéressant sur le commencement de notre Voie lactée. Quand on observe les jeunes galaxies, on s'aperçoit qu'elles ne ressemblent pas aux cités stellaires que nous voyons aujourd'hui. Elles sont grumeleuses, irrégulières et semblent être en interaction avec leurs voisines. Et physiquement, elles sont très petites. L'univers à son stade primitif était donc très différent de ce qu'il est aujourd'hui. Il y a 12 milliards d'années, l'univers était beaucoup plus petit. Il s'est ensuite dilaté jusqu'à atteindre sa taille actuelle. À cette époque, notre Voie lactée aurait dû jouer des coudes pour se faire un peu de place. Les premières galaxies ont donc eu beaucoup de mal à s'établir. En ces temps primitifs, elles ont vraiment lutté pour leur survie. Ce sont les galaxies les plus grandes et les mieux structurées qui ont pu grandir en avalant leurs voisines. Ces systèmes primitifs ont donc du mal à se former, mais finissent quand même par fusionner avec leurs voisins pour donner naissance aux grands systèmes que nous voyons aujourd'hui. Ce sont ces collisions dans l'univers primitif qui ont créé la belle galaxie spirale dans laquelle nous vivons. Mais les astronomes pensent que la Voie lactée connaîtra encore une autre collision. Une collision qui la changera à jamais. Nous transportons la Terre 3 milliards d'années dans le futur. Le ciel est dominé par une galaxie massive du nom d'Andromède. Le tableau qui s'offre à nous semble paisible. Pourtant, l'une des plus grandes catastrophes de l'univers va bientôt se produire. On en voit les signes annonciateurs dans ces mystérieuses images prises par Hubble. On y voit un type de galaxie ne ressemblant à aucun autre. Des galaxies qui semblent altérées, déformées. Pour comprendre ce que représentent ces mystérieux objets, les astronomes se sont tournés vers les ordinateurs. On construit d'abord des galaxies qui ressemblent à la Voie lactée. On les laisse évoluer dans l'ordinateur. Elles développent leur structure en spirale. Les images sont très réalistes. Puis, on les place sur une trajectoire de collision. Si l'on fait un arrêt sur image et que l'on compare ces simulations aux photos prises par Hubble, tout devient soudain très clair. Nous regardons l'un des plus grands accidents qui puissent se produire dans le cosmos. Deux galaxies entrant en collision. Tout comme les villes, les galaxies ont tendance à se regrouper. Notre Voie lactée appartient au groupe local, un ensemble composé d'au moins 50 galaxies. La plus grande d'entre elles est Andromède, une galaxie spirale encore plus grande que la nôtre. Aujourd'hui,
Andromède est situé à 2,5 millions d'années-lumière de la Voie lactée. Mais les astronomes, comme Abraham Loeb, savent que cette distance tend à se réduire. Quand j'ai commencé à travailler dans le domaine de l'astrophysique, j'ai remarqué que la plupart de mes collègues étudiaient les interactions des autres galaxies entre elles et d'éventuelles collisions. Et je m'étonnais qu'ils ne se préoccupent pas de la nôtre et d'Andromède, qui vont finir par se rencontrer. Le destin de notre cité stellaire est-il déjà écrit? Notre galaxie se dirige à toute allure vers la grande galaxie d'Andromède. Elles se précipitent l'une vers l'autre et se rencontreront d'ici environ 2 milliards d'années. Abraham Loeb et ses collègues ont décidé de simuler ce clash des titans. C'est la première simulation de ce type à avoir été faite. Au départ, les deux galaxies s'interpénètrent, produisant ces belles traînées d'étoiles créées par la force gravitationnelle. Puis elles s'éloignent l'une de l'autre et tournoient pour se retrouver à nouveau. Elles formeront alors une grande sphéroïde d'étoiles que j'ai baptisée la galaxie de Milkomeda. Quand la Voie lactée et Andromède fusionneront, ce seront près d'1 trillion d'étoiles qui se rencontreront. La belle structure en spirale de notre Voie lactée n'est pas destinée à durer toujours. Durant une période donnée, ce sera une belle pagaille. La collision ne va pas détruire les deux objets cosmiques, mais les gaz des deux systèmes vont se rencontrer. Cela provoquera la formation en grand nombre de nouvelles étoiles. La formation de ces nouvelles étoiles marquera la naissance d'une nouvelle galaxie. Sur cette spectaculaire image Hubble, nous voyons la galaxie des antennes née d'une collision entre deux galaxies spirales. Les galaxies connaissent une période très active de formation d'étoiles, comme en témoigne la multitude de nébuleuses roses très lumineuses. C'est une dernière poussée d'activité stellaire avant que les deux galaxies ne deviennent une. Voici le destin qui attend notre Voie lactée quand elle fusionnera avec Andromède, dans environ 3 milliards d'années. Quand elles entreront en collision, beaucoup de nouvelles étoiles se formeront. La Voie lactée rajeunira en quelque sorte, durant une brève période. Puis les deux systèmes se combineront pour ne plus former qu'un seul objet. Une galaxie probablement plus grande par la taille que les deux dont elle sera issue. La grande surprise est la forme qu'aura cette nouvelle galaxie. Dans cette nouvelle galaxie qui se forme, au lieu des disques sur lesquels les étoiles tournoyaient, qui étaient plus ou moins plats, les étoiles vont aller dans tous les sens, comme dans les galaxies elliptiques que nous voyons. Nous sommes convaincus que ce processus représente dans une large partie la façon dont se forment les galaxies elliptiques. La collision de la Voie lactée avec la galaxie d'Andromède donnera donc naissance à une galaxie elliptique géante. Avant que cela ne se produise, nous aurons encore un magnifique spectacle à admirer. Andromède va s'étirer dans le ciel sur une distance équivalente à celle de la Voie lactée. Et on peut imaginer qu'il y aura encore des êtres humains qui regarderont le ciel et verront ce fabuleux spectacle. Mais serons-nous les seuls? Notre galaxie abrite-t-elle d'autres civilisations? Il est temps d'entreprendre la dernière partie de notre voyage. La recherche d'autres formes de vie à l'intérieur de la Voie lactée. Notre galaxie compte 200 milliards d'étoiles.
Mais il n'y a qu'une zone dans laquelle nous soyons sûrs que la vie soit possible. C'est notre petit quartier paisible. Le soleil alimente quasiment tout ce qui est sur Terre. C'est la source qui fournit l'énergie, le moteur de la vie et de beaucoup d'autres processus. La vie sur Terre dépend en grande partie de l'eau. C'est l'eau à l'état liquide qui est la clé de la vie telle que nous la connaissons. Parce que cette eau sert de solvant, de mélangeur pour la biochimie de la vie. La Terre est la seule planète du système solaire à avoir de l'eau à l'état liquide en abondance à sa surface. Et comme Jeff Marcy le sait bien, cela est dû à la distance de la Terre par rapport au Soleil. Vénus est plus proche du Soleil. Mars en est plus éloigné. Il y a une zone entre la brûlante Vénus et la glaciale Mars que nous appelons la zone habitable. Et la Terre se trouve pile dedans. Dans cette zone, l'eau est à l'état liquide. Elle n'est pas présente sous forme de vapeur parce qu'il fait trop chaud, ni sous forme de glace parce qu'il fait trop froid. Il y règne une température qui la détermine comme zone habitable, favorable à la vie. La localisation de cette zone habitable dépend des étoiles. Dans les cas des étoiles bleues, qui sont très chaudes, la zone habitable est plus éloignée. Avec les naines rouges, qui sont plus froides, la zone habitable est plus proche de l'étoile. Chaque étoile de la Voie lactée doit avoir une zone habitable. Toute la question est de savoir s'il se trouve des planètes dans cette zone. En 1995, il s'est produit une chose extraordinaire. Mon collaborateur, Paul Butler, m'a appelé et m'a juste dit « Jeff, rapplique vite ». C'est un moment que je n'oublierai jamais. J'étais silencieux, Paul aussi. On était stupéfaits de ce qu'on voyait. Sur l'écran d'ordinateur, j'ai vu la signature caractéristique d'une planète. Jeff venait de découvrir la première planète en orbite autour d'une autre étoile que le Soleil. Mais il ne pouvait pas vraiment la voir, car la planète était trop petite et trop sombre. Toute planète gravitant autour d'une étoile est noyée dans la lueur de cette étoile, qui est environ 1 milliard de fois plus brillante qu'elle. Donc, plutôt que de détecter des planètes, on observe les étoiles. Une étoile qui a des planètes orbitant autour d'elle va osciller dans l'espace, parce qu'elle est attirée vers ces planètes par la force gravitationnelle. En observant uniquement l'étoile, on peut donc ainsi déterminer si elle a des planètes qui gravitent autour d'elle et à quelle distance. Jusqu'à présent, les astronomes ont trouvé plus de 400 planètes gravitant autour d'étoiles dans notre galaxie. Mais aucune d'entre elles ne semble située dans la zone habitable. Un type d'exoplanète géante orbite tout près de son étoile. Nous les appelons des Jupiters chauds ou Pégasides, parce que ces planètes, qui ressemblent à Jupiter, sont comme allumées au chalumeau par la chaleur intense de l'étoile. L'autre type de planète que nous avons découvert est aussi étrange. Nous avons découvert des planètes qui gravitent sur une orbite allongée, elliptique, et qui s'éloignent donc fortement de l'étoile dans des zones qui doivent forcément être très froides. Les étoiles que nous avons découvertes jusqu'à présent sont un peu trop bizarres pour qu'on puisse imaginer que la vie ait une chance de s'y développer. Mais tout ceci va peut-être changer. Récemment, la NASA a lancé un nouveau télescope très puissant du nom de Kepler. Il a pour mission de détecter des planètes de la taille de la Terre qui pourraient orbiter dans des zones inhabitables autour d'étoiles proches. Kepler travaille d'une façon très simple. Tout ce qu'il a à faire, c'est de surveiller l'éclat de 100 000 étoiles avec une telle précision qu'il peut détecter une planète aussi petite que la Terre si elle est placée dans la lumière de l'étoile.
Nous voyons le même phénomène de la Terre quand Vénus et Mercure se détachent contre le Soleil. Mais la tâche de Kepler est bien plus ardue. C'est un peu comme si on cherchait une poussière sur une lampe torche en remarquant un affaiblissement de la lumière produite par la lampe torche à l'endroit où se trouve cette poussière. À partir de cette petite zone plus sombre, on peut déterminer la taille de la planète. Mieux encore, grâce à la façon dont elle fait osciller son étoile, Jeff Marcy peut déterminer sa densité. C'est vraiment merveilleux, car grâce à ces mesures, nous allons pouvoir distinguer les planètes gazeuses, probablement impropres à la vie, des planètes rocheuses, qui peuvent avoir une surface couverte d'eau à l'état liquide. Les astronomes ne savent pas combien de planètes Kepler trouvera. Mais avec 200 milliards d'étoiles dans la Voie lactée, la galaxie doit en être pleine. Seth Shostak a fait le calcul. Tout nous indique que beaucoup de ces étoiles ont des planètes, peut-être la moitié d'entre elles. Et en général, elles en ont plus d'une. Il y a sûrement quelque chose comme 1 million de planètes dans notre galaxie. 1 trillion de planètes. C'est un nombre difficile à se représenter. Mais quelles sont les chances que l'une d'entre elles se trouve dans un endroit favorable à l'apparition de la vie? Nous pouvons étendre le concept de zone habitable autour d'une étoile à l'échelle de l'ensemble de la Voie lactée. Au cours de notre voyage à travers la Voie lactée, nous avons appris un grand nombre de choses qui peuvent nous aider à déterminer une zone galactique habitable, un havre sûr qui pourrait abriter la vie. Au centre, il y a une quantité très élevée de rayons X, des ondes radioélectriques et même des rayons gamma, qui détruiraient la toute première forme de vie monocellulaire, très fragile, débutant son évolution. Le centre-ville est dangereux. Il abrite un trou noir supermassif. Et quand on s'en approche trop, il peut arriver toutes sortes de désagréments. Il y a aussi beaucoup d'étoiles dans cette zone, ce qui a priori peut sembler positif. Mais quand il y en a trop, elles ont tendance à bousculer les comètes, qui viennent se cogner contre les planètes environnantes. Et demander aux dinosaures, ce n'est pas toujours agréable. Les bras spiraux sont des quartiers plus tranquilles. Mais là aussi, tout dépend de l'endroit où l'on se trouve. Si vous vous trouvez sur une planète proche d'une supernova, cette explosion peut vous gâcher votre journée. Même si la vie y apparaissait, elle pourra disparaître au bout de quelques centaines de millions d'années. Ces régions sont des zones à éviter, des no man's land, si on peut les appeler ainsi. La grande banlieue de notre galaxie est plus tranquille. Mais même ici, la vie aurait du mal à se développer. Aux confins de la Voie lactée, il y a peu d'éléments lourds dont sont composées les cellules de notre corps et la vie telle que nous la connaissons. Nous ne disposons pas ici des éléments de base essentiels à la vie. Notre localisation n'a donc rien d'un accident. Notre région, coincée entre deux bras spiraux, est un endroit d'exception. Elle n'a quasiment pas changé durant des milliards d'années, ce qui a donné le temps à la vie d'apparaître et d'évoluer. D'autres civilisations avancées, si elles existent, vivent probablement dans des quartiers du même type, nichés dans des régions protégées des dangers de la galaxie. Il nous reste à les trouver. Mais la galaxie est grande. Nous n'avons pas trouvé de vie ailleurs. Nous n'avons trouvé aucune algue, aucun signe convaincant. Pourquoi?
Eh bien, moins d'1 millier d'étoiles ont été étudiées attentivement pour voir si elles pouvaient avoir des planètes pouvant accueillir une forme de vie intelligente. C'est un peu comme si on allait en Afrique pour voir des grands animaux, des éléphants, des girafes, et qu'en arrivant, on en cherche sur le premier hectare de terrain qu'on voit, et que n'y trouvant pas d'éléphants, on l'abandonne. On ne doit pas abandonner, on n'en est qu'au début. Si on trouve une forme de vie ailleurs dans l'univers, le plus étonnant, c'est que je suis sûr que la bourse ne frémira même pas. Mais nous, les hommes, nous saurons pour la première fois dans notre histoire que nous ne sommes pas seuls, que nous avons des parents parmi les étoiles, et que notre destinée est peut-être de nous aventurer parmi elles, de communiquer avec elles, et de devenir les membres d'un gigantesque country club galactique.